Merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Donc, cette conférence a le but de revenir un petit peu sur toute la séquence de réveil du piton de la fournaise qu'on a observé depuis fin 2025 et parler aussi un petit peu plus en détail des deux éruptions de 2026. Donc c'est une présentation, ici vous voyez pas mon nom, qui est en fait collective. Elle est partagée avec tous les collègues scientifiques et techniques qui ont participé à la gestion scientifique de cette crise. Donc bien sûr, en premier lieu, tous les collègues de l'Observatoire volcanologique, certains sont présents ici aujourd'hui, les collègues de l'IPGP, donc de Maison Mère à Paris, les collègues bien sûr de l'Université de La Réunion, et aussi les collègues de Clermont-Ferrand et de l'OSU de Lyon. Et toutes les données qui vont être présentées ici dans cette présentation sont des données qui sont ici de deux services nationaux d'observation, le SNOV, qui est un service national d'observation en volcanologie dont fait partie l'OVPF, et également ISDFOR, qui est un service national d'observation pour tout ce qui est données satellitaires de déformation. Donc, on est un petit peu limité, ouais, place. Donc, tout d'abord, avant de parler de ce réveil, quelques éléments de contexte pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers de l'activité du piton de la fournaise, et notamment de ses récurrences au niveau des éruptions. Donc, on dit souvent que le piton de la fournaise, c'est un volcan très actif, 2 éruptions par an, etc. Et en fait, dans le détail, c'est pas aussi simple que ça. Et alors ici, je vous ai mis un chronogramme sur les dernières décennies qui vous montre l'activité éruptive entre 92 et l'actuelle. Et les bâtons rouges sont les périodes éruptives. Et on voit en fait qu'on a ce qu'on appelle des cycles éruptifs qui durent environ 10 à 15 ans, durant lesquels on a plein d'éruptions, 2 à 5 éruptions par an. Et ces cycles éruptifs sont entrecoupés par des phases de repos. Donc les 2 dernières phases de repos avaient eu lieu entre 92 et 98, pendant 5 ans et demi, et entre 2010 et 2014, 3 ans et demi. Et donc depuis 2023, donc depuis la fin de l'éruption de juillet-août 2023, on était dans cette phase de repos qui durait depuis à peu près 2 ans, avant que de nouveaux signaux avant-coureurs d'une reprise d'activité aient été enregistrés par l'Observatoire à partir de septembre 2025. Donc les premiers signaux avant-coureurs de l'éruption, enfin d'une reprise des éruptions piton de la fournaise, ont été enregistrés, donc comme je vous l'ai dit, à partir de mi-septembre 2025. Donc ces premiers signaux, c'est ce que j'ai mis encerclé ici sur cette carte, ça a été une sismicité profonde. Donc profonde, vous avez ici la carte de la Réunion avec des coupes verticales qui sont représentées les localisations des séismes. Des séismes entre 15 et 30 km de profondeur sur la région des plaines, plaine des Cafres, plaine des Palustes. Donc ça a continué ici en octobre et en novembre. Et cette sismicité sur la région des plaines, elle est connue, hein, c'est pas la première fois qu'on avait cette sismicité dans cette région-là. Elle est connue pour souvent être associée à une remise en pression des réservoirs magmatiques profonds du piton de la fournaise qui sont localisés justement à cette profondeur sous la région des plaines. Donc à partir de septembre, on a eu une remise en pression de ce réservoir, très certainement par un nouvel apport de magma de plus grande profondeur, et qui a commencé donc à réactiver tout ça. Et juste pour information, la région des plaines, on sait depuis la fin des années 90 par des tomographies sismiques, effectivement, qu'il y a du magma dessous, et c'est aussi là qu'on retrouve les anomalies en CO2 dans le sol les plus importantes sur l'île, parce que de ce réservoir magmatique, il y a du CO2 qui va s'échapper, remonter. Et le CO2, c'est le premier gaz qui s'échappe des magmas et va venir se concentrer dans les sols, ici dans la région des plaines. Donc voilà l'état au septembre 2025. Et cette migration de la sismicité, on va voir une migration de la sismicité, je vais dans le bon sens, vers des zones plus superficielles à partir du 23 novembre 2025. Donc à partir du 23 novembre 2025, on va avoir tout d'abord cette sismicité vers 4,5-5,5 km de profondeur sous la zone sorbitale. Donc c'est les séismes que vous avez en jaune sur le graphique de gauche. Et le 26 novembre, une sismicité plus superficielle qui apparaît vers 1,5-2,5 km de profondeur, c'est celle qui est en rouge. Donc là aussi, ce sont des zones qui sont connues pour abriter des réservoirs de magma. Donc on sait qu'à partir du 23 novembre, l'accumulation du magma qui migrait depuis les grandes profondeurs vers les zones plus superficielles commence à pressuriser ces réservoirs superficiels et commence à se fragiliser. Donc ce qui nous a conduit donc à alerter les autorités le fin novembre afin que le préfet puisse passer en phase de vigilance avec donc la probabilité d'une éruption à moyen terme. Parce que quand on commence à fragiliser ces endroits-là, on sait que le magma commence à s'accumuler en nombre et qu'une éruption est en train de se préparer.
Et donc ceci a été également confirmé par les déformations de surface, qui est le deuxième vraiment précurseur que l'on suit à l'observatoire d'une reprise d'activité. Donc les déplacements du sol que vous voyez ici, vous avez ici les stations GPS de l'observatoire, et donc ici vous avez les déplacements horizontaux. Donc on voit ici les vecteurs, les mouvements du sol, donc on voit vraiment ces mouvements centrifuges qui partent ici de la zone sommitale. Donc on voit bien qu'on a une source de pression ici au niveau du sommet qui va donc se faire gonfler le volcan. On a une inflation vraiment qui se produit de quelques centimètres et qui est visible également sur le graphique de gauche. Là, vous avez des distances entre stations. Donc, si par exemple on prend cet exemple-là, cette courbe rouge, à partir de fin novembre, cette courbe elle augmente. Et bien, cette courbe, c'est la distance entre ces deux stations ici, donc, qui montre vraiment donc, un gonflement, une expansion de la zone sommitale. Donc, une période durant laquelle on a sismicité gonflement et qui a donc conduit, alors juste petit aparté ici, on a vu également avec la déformation aussi une migration de ces sources, puisqu'à partir des déformations de surface, on peut modéliser les sources à l'origine de ces déformations et voir la localisation de ces sources et les volumes impliqués en profondeur. Et donc on a pu suivre également la migration de ces sources vers le réservoir le plus superficiel à 2 km sous la surface. Et donc tout ceci a conduit par une première intrusion le 5 décembre 2025. Donc on a eu une première crise sismique. Donc c'est quoi une crise sismique? Donc, ce qu'on appelle une crise sismique, c'est quand on a plus de 3 sismes par là. Les crises sismiques, c'est quand vous avez la toit du réservoir le plus superficiel qui est en train de se fragiliser et que le magma est en train de se propager vers la surface. Donc à ce moment-là, on sait que l'éruption est vraiment probable et imminente. Donc on alerte de nouveau les autorités pour que le préfet puisse passer en alerte 1, éruption probable et imminente. Et donc ça, on le voit grâce à ces enregistrements sismologiques. Donc là, vous avez une vingtaine de stations sismologiques. Chaque tracé linéaire correspond à une station sismologique. Et vous avez le temps qui s'écoule, les heures de bas en haut et les minutes de gauche à droite. Et chaque barre verticale, c'est un séisme. Donc on a une crise sismique ici qui débute vraiment très doucement. Elle devient un petit peu plus intense ici. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y a pas d'éruption. Donc en gros, c'est à peu près une éruption avortée. Donc cette première intrusion, elle a eu lieu sur la bordure est du cratère de Lomieux, aussi. On le voit grâce aux localisations des séismes. Et on voit quand même qu'au cours du temps, les séismes ont migré du jaune vers le rouge sur à peu près 500 mètres de hauteur. Donc il y a quand même une petite partie du magma qui est partie de ce réservoir et qui est partie vers la surface. Donc, si on reprend le schéma tout à l'heure, depuis les profondeurs jusqu'à la surface, on a eu un petit peu de magma ici qui a commencé à essayer de sortir, mais qui n'a pas réussi à atteindre la surface. Donc c'est quand même un événement magmatique, mais pas un événement volcanique. Donc ça montre quand même que la pressurisation était importante, mais pas suffisante pour atteindre la surface. On a eu une deuxième crise sismique et une deuxième intrusion le 1er janvier 2026. Donc ça n'a pas faire feu d'artifice, mais pas tout à fait, vers 4 h du matin. Cette fois-ci sur le flanc sud-ouest du volcan. Ici, vous voyez la sismicité. Là, on voit très peu de migration, donc ce qui veut dire que cette intrusion a été de plus faible ampleur. Le magma s'est propagé moins haut que pour l'éruption précédente, et s'est propagé cette fois-ci sur la bordure ouest du cratère. Suite à ces deux crises sismiques, donc là juste un petit schéma pour vous montrer, donc en haut vous avez le nombre de séismes par jour enregistrés au niveau du réservoir sommital à 2 km, et ici les nombres de séismes profonds, entre la réactivation ici du 23 novembre et le 17 janvier. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est quand même une belle logique. On a vraiment ici une notion de transfert. Donc quand vous avez un pic de sismicité profond, quelques jours après vous avez de la sismicité superficielle et quelques jours après vous avez l'intrusion. Rebelote le 1er janvier et donc suite au 1er janvier on a de nouveau de la sismicité profonde, quelques jours après une augmentation de la sismicité superficielle et ça débouche donc le 18 janvier par une troisième crise sismique qui cette fois-ci va être la bonne pour la première éruption de 2026 et la première éruption de ce nouveau cycle évolutif, si on peut dire, puisqu'on a ce nouvel apport de magma qui a alimenté les réservoirs les plus superficiels. Donc vous voyez, si on reprend le même type de graphique que tout à l'heure, on voit que cette fois-ci la crise sismique est beaucoup plus intense, beaucoup plus de tremblements de terre, beaucoup plus de séismes, toutes les barres verticales, donc c'est plusieurs centaines de séismes par heure, et beaucoup plus intense également.
Donc là aussi, tout de suite, on donne l'alerte aux autorités, on alerte l'état-major de zone pour que le préfet puisse passer en alerte 1, éruption imminente. Et pendant cette phase de crise sismique qui va durer un peu plus de 3 heures pour ce cas-là, on a également des déformations du sol assez conséquentes qui vont avoir lieu. Donc on le voit ici sur les données kilométriques temps réel, avec un sommet qui se déforme et qui montre du magma qui commence à se propager sur le flanc nord. Donc très vite, on a su que le magma se propageait vers le flanc nord et qu'une éruption, si elle devait avoir lieu, aurait lieu sur le flanc nord. Et surtout, on a donc le système d'alerte JERC aussi, qui nous a montré un signal beaucoup plus fort que pour les intrusions du 5 décembre et du 1er janvier. Donc le signal JERC, c'est quoi? Donc on a une station sismologique ici qui est à 8 km de distance du sommet et qui enregistre des signaux transitoires, donc des signaux ponctuels, en accélération et en inclinaison. Et ce signal, lorsqu'il atteint une certaine valeur seuil, on sait, après avoir étudié plusieurs dizaines d'éruptions au piton de la fournaise, donc le valeur seuil, je crois que c'est 0,1, dès que ça atteint cette valeur seuil, on sait qu'il y a 92% de chances que l'intrusion donne lieu à une éruption. Et donc on ne reste pas au statut d'intrusion. Donc là, ce signal apparaît également assez rapidement à 17h03, donc une demi-heure après le début de la crise sismique. Donc ce signal JERC, on l'avait aussi enregistré, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les 2 intrusions précédentes, mais à des valeurs beaucoup plus faibles, qui n'avaient pas atteint le seuil, qui nous disaient que ça allait rester au stade d'intrusion et non pas évoluer vers un stade d'éruption. À 19h45, donc un nouveau signal sismique apparaît sur nos enregistrements sismologiques. C'est ce qu'on appelle le trémor volcanique. Donc c'est ce signal-là qui va apparaître sur toutes les stations et qui va venir donc saturer notamment les stations situées ici au nord. Et ce trémor volcanique, c'est en fait lorsque le magma arrive en surface ou est très proche de la surface, ça va faire venir vibrer la surface du sol de manière continue. Et donc on sait que l'éruption a débuté ou est très proche de débuter. Donc on prévient de nouveau les autorités afin qu'ils puissent passer en alerte 2.1. Alors 2.1, ça veut dire éruption dans l'enclos sans risque pour les biens et les personnes. Et effectivement, on peut dire à la préfecture l'éruption est dans l'enclos, puisque grâce à nos cartes de trémor, vous avez ici nos stations sismologiques, et on peut localiser la source du trémor, puisque c'est proportionnel par rapport à l'intensité enregistrée sur chacune des stations. On peut localiser approximativement ici le site de l'éruption, même si on n'a pas un retour visuel tout de suite du terrain. Bon, sachant que le retour visuel pour cette éruption on l'a eu assez rapidement, puisque quelques minutes après le début du trémor volcanique, les webcams de l'observatoire ont enregistré ces premières fissures, donc ici à 15h48, donc 2 minutes après l'apparition du trémor. Et au total, on aura 4 fissures qui vont s'ouvrir, donc d'abord d'amont en aval, et une petite 4e fissure ici qui va s'ouvrir un peu plus d'1 heure après le début de l'éruption en amont de la première. Donc au total, 4 fissures ouvertes au début de cette éruption. Une éruption qui va ensuite, on va voir, s'affaiblir assez rapidement. Et lorsque on va faire un premier survol avec le concours de la salle GPGHM le matin, il n'y avait déjà plus que 3 fissures actives. Donc les 2 plus importantes ici, la fissure 1 et la fissure 3. Donc vous voyez une activité relativement faible finalement, des fontaines de lave qui faisaient moins de 20 mètres de hauteur, des petites éponges ici qui s'étaient formées, mais pas suffisamment pour créer un cône volcanique. Donc c'est pour ça que Patrice vous a dit qu'il n'y avait pas eu de nom de baptême pour ces cônes volcaniques. Et lors de ce survol, la 2e fissure était en cours d'extinction, puisque là, au premier tour de survol, on avait encore un petit peu d'activité, et à la fin du survol, on n'avait plus du tout d'activité sur cette 2e fissure. Ici, je vous ai mis un graphe qui représente en gros l'intensité du trémor volcanique pour vous montrer donc 2 choses. Donc, tout d'abord, ici, vous avez ce premier pic donc, qui correspond à la crise sismique, au moment où le magma s'injecte vers la surface. Ici, vous avez l'ouverture des fissures éruptives, et très vite, donc l'activité va décroître jusqu'à s'éteindre le 20 au matin, vers 5 heures du matin. Donc, je vous ai mis ici 1, 2, 3 sont des images correspondantes à cette courbe, et on voit donc cette décroissance d'activité, et cette décroissance d'activité correspond au fur et à mesure les fissures qui vont s'éteindre jusqu'à la dernière, le 20 au matin.
Donc là, on voit qu'il y a encore 3 fissures d'actifs. On voit notamment avec les panaches de gaz. Ici, essentiellement celle-ci qui est encore active, celle-ci dégazée encore, mais il n'y avait plus d'activité en surface. Et le matin, plus d'activité. Donc une éruption relativement éclair, qui a généré quand même des déplacements du sol assez importants. Ici, vous avez une carte à gauche du réseau de réitération GPS de l'observatoire. Après chaque injection de magma, les équipes de l'observatoire se rendent sur le terrain pour faire des mesures ponctuelles des déplacements du sol, ce qui vient compléter les données des stations permanentes pour avoir une cartographie un petit peu plus importante des déformations du sol. Donc les vecteurs montrent en gros les déplacements horizontaux du sol. Donc on voit très bien ici, enfin on peut voir que le magma est passé quelque part ici jusqu'aux fissures éruptives ici en rouge, avec un mouvement divergent de part et d'autre. Un mouvement beaucoup plus important ici sur le flanc est, puisque c'est le flanc qui est libre vers la mer et qui a tendance à glisser. Et les points colorés représentent le déplacement vertical. Donc on a eu jusqu'à 60 cm de déplacement du sol observé pour cette éruption, et qu'on a pu retrouver avec les données satellitaires. Ici, vous avez la composante est-ouest et la composante verticale. Donc, on voit ici toute la partie qui s'est déformée à la fois en horizontal et en vertical. On a fait également avec le concours de l'Université de la Réunion de l'imagerie drone. Donc l'imagerie drone, c'est très sympa pour faire des belles photos, mais pas que. Nous, on s'en sert aussi pour faire de la stéréophotogrammétrie, notamment pour reconstituer les structures qui se forment en 3D, notamment les cônes volcaniques qui se sont formées, ici à gauche, un des cônes volcaniques. Ici, vous avez le cône de 2016 qui s'est fait donc intruder par une des fissures, qui peut être comme ça reconstitué en 3D, et également reconstituer le champ de lave en 3D. Et vous avez ici à gauche les coulées de lave avec l'épaisseur des coulées de lave, donc des épaisseurs relativement modestes, moins de 10 mètres, puisque l'éruption était de courte durée, et des élongations, des longueurs relativement limitées de ces coulées de lave, du fait donc déjà de la faible durée de l'éruption, mais aussi du fait que ces fissures sont ouvertes sur une zone de roc plat, donc elles sont propagées relativement pas très loin. Celle-ci faisait 1 km 100 de longueur et celle-ci 900 mètres de longueur, et ici encore moins pour la fissure la plus dans l'amont. Autre point, c'est au début de chaque éruption, on prenait également des modèles de simulation d'écoulement des laves. C'est un modèle qui a été conçu par les collègues de Clermont-Ferrand. Et donc à partir du moment où on a les points d'émission, à partir d'un fond topographique et en connaissant les propriétés des coulées de lave, on peut avoir comme ça des modèles de prédiction des écoulements des coulées. Donc en gros, c'est tout ce que le modèle prédit comme écoulement. Plus c'est rouge, plus le modèle est probable. Et vous avez ici les flèches bleues qui vous montrent les points d'arrêt de la coulée en fonction des débits de lave. Donc on voit que pour cette éruption, ça a été relativement fiable, puisque vous avez ici le contour final en noir, et ça reprend les trajets qui avaient été prévus par ces modèles. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours aussi efficace. Suite à cette première éruption, express, donc on a eu de nouveau tous les signaux avant-coureurs qu'on avait vus avant la première éruption et avant les intrusions, qui ont tout de suite reparti à la hausse. Donc que ce soit la déformation, de nouveau une reprise du gonflement du volcan, on le voit sur la carte de gauche avec ces flèches et ces vecteurs, on va dire, divergents depuis la zone sommitale, et une reprise également de la sismicité, tout de suite après la fin de l'éruption, que ce soit au niveau profond ou au niveau sommital, avec une 4e intrusion le 7 février, donc une 3e éruption avortée le 7 février, et cette sismicité qui a perduré à la fois en profond et en sommital. Donc c'est pour ça que lorsque l'éruption s'est arrêtée le 20 janvier, on a proposé à la préfecture de repasser en phase de vigilance, puisqu'on s'attendait à une nouvelle éruption sous peu, et c'est ce qui s'est passé donc le 13 février. Donc un graphique maintenant que vous connaissez bien. Donc la crise sismique du 13 février, on va voir qu'elle va être beaucoup plus courte que celle du 18 janvier qui avait duré un petit peu plus de 3 heures. Ici, il y aura moins de 35 minutes de crise sismique. Et en plus, une crise sismique qui a débuté relativement de manière très très faible, donc des séismes qui sont quasiment presque pas visibles ici sur les signaux, qui laissaient plutôt penser dans un premier temps à une intrusion, avec une énergie relativement faible, et une crise sismique qui démarre vraiment ici
à partir de 9h40, en même temps que les déformations du sol, et à 9h50, 10 minutes après, ce fameux signal de GIAC qui montre encore qu'on a 92% de chances d'aboutir à une éruption. Donc là aussi, on prévient les autorités de l'imminence d'une éruption du fait de cette anomalie sismique, des déformations et du GIAC. Et là, à 10h, tout de suite, le trémor qui apparaît déjà. Trémor volcanique apparaît déjà, nouvelle alerte auprès des autorités pour un passage en alerte 2.1. Donc 2.1 toujours, puisqu'on reste dans l'enclos, donc ce qui est visible ici sur ces cartes de trémor, qui montre cette fois-ci une localisation de source relativement proche du sommet. On est sur le flanc sud du volcan. Et là aussi, très vite, ça a été confirmé donc, par les webcams de l'observatoire, puisqu'on voit ici donc, en direct les 3 fissures qui s'ouvrent sur le pourriture du cratère des Nonieux. Donc des fissures qui vont très vite également s'éteindre, une activité qui vont très vite cesser, notamment sur les fissures 2 et 3, et une progression de la source du trémor qui va se faire progressivement vers le flanc sud-est, avec une source ici qui va se localiser plus vers le sud-est et qui correspond donc à l'ouverture d'une 4e fissure, ici à 2100 mètres d'altitude, sur le flanc sud-sud-est du volcan et qui recoupe un ancien cône, le piton d'Organé. Donc voilà quelques photos de ces différentes fissures. Donc à la fin de la journée du 13 février, il ne restait plus que les fissures 1 et 4 d'actives. Et le 14, je vais y arriver au matin, il ne restait plus que la fissure 4 d'active. Et c'est cette fissure qui va donner naissance donc au premier cône volcanique de cette éruption. Avant de parler du déroulé de l'éruption, on va revenir rapidement sur le déroulé de la crise sismique, parce que ça a fait beaucoup parler dans les médias. Donc une crise sismique qui a été très rapide, 35 minutes on l'a vu. Et 35 minutes, ce n'est pas le record de la rapidité des crises sismiques à la fournaise. On a eu des cas de figure où des fois on n'avait que 9 minutes de crise sismique. Donc ici, je vous ai mis un graphique qui vous montre la durée des crises sismiques de toutes les éruptions entre 1998 et 2018 en fonction de la distance au centre du cratère de Nonieux. Donc on voit qu'il y a une relation temps et distance et que pour effectivement les éruptions qui ont lieu au sommet ou proche du sommet, les crises sismiques sont très très courtes. Et ça s'explique par le trajet que doit parcourir le magma pour arriver en surface, qui est très court. Il n'y a que moins de 2 km à parcourir, et en plus dans un milieu qui est très fragilisé, d'autant plus depuis l'éruption de 2007, lorsqu'on a eu l'effondrement du cratère. Ici c'est un bec gruyère, donc c'est vraiment facile au magma de remonter, et ça peut être très rapide. Alors qu'en janvier, lorsque l'éruption s'était propagée vers le flanc nord, il a fallu aller beaucoup plus loin et intruder un milieu qui était beaucoup plus résistant. Et donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup plus de temps. Donc il faut avoir en tête que quand on est en phase de vigilance sur le volcan, une éruption peut avoir lieu n'importe quand et que ça peut être rapide et qu'on peut effectivement être sur place lorsqu'il y a une éruption qui débute. Là aussi, il y a eu pas mal de déformations aussi, comme pour l'éruption de janvier. Donc rapidement, les données satellitaires et l'interférométrique montrent des déformations qui ont été limitées dans la zone du sommet, là où sont ouvertes les 3 premières fissures, également autour de la 4e fissure, ici sur le flanc est. Même chose pour notre réseau GPS, vous avez ici en rouge les 4 fissures, et on voit là très bien le mouvement divergent des stations, des points de repère situés de part et d'autre, liés donc à l'ouverture de ces fissures qui a poussé de part et d'autre de la fracturation de ces cadres. Quelques images des fissures éruptives, notamment de la fissure numéro 4 où va se concentrer l'activité éruptive. Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises le 13 en fin d'après-midi, donc le premier jour de l'éruption. Et donc la formation d'un cône qui va se faire. Donc au cours d'une éruption, vous avez les fontaines de lave qui vont venir s'accumuler, qui vont former ce cône, et ce cône au fur et à mesure va se fermer. Donc ça aussi c'est caractéristique des éruptions, dès qu'elles durent plus d'une semaine, les cônes vont se refermer latéralement et une activité en tunnel de lave va pouvoir se mettre en place. Donc là, on voit dès le 16 février des tunnels de lave qui commencent à se former ici à la base du cône. Et ici, quelques évolutions morphologiques du cône et qui a vraiment beaucoup fermé la décidé de 31 mars avec une fermeture complète de ce cône.
Concernant les coulées de lave, les coulées de lave, donc le premier jour de l'éruption, elles vont atteindre rapidement le bas des grandes pentes, à 600 mètres d'altitude. Mais à partir de ce moment-là, à partir du 14 février et jusqu'à fin février, toute l'activité va rester en amont des grandes pentes. Elle ne sera plus du tout visible depuis la route nationale. Et c'est qu'à partir du 3 mars, où de nouveau, l'activité va reprendre dans les grandes pentes, notamment ici sous forme d'un champ de lave qui va se mettre en place, et notamment un champ en tunnel de lave. Vous avez ici ce champ de lave qui s'est mis en place, notamment chenalisé par ces tunnels, et de nombreuses résurgences qui vont sortir un petit peu partout de ce champ de lave. Donc à partir du 3 mars, va se reposer la question route coupée ou pas route coupée. On a également installé, donc là c'était le 10 mars, une nouvelle webcam pour pouvoir donc suivre l'évolution de ce champ de lave. Pour moi, c'est de répondre à cette question de route coupée ou pas route coupée, il faut également suivre sur les terrains régulièrement l'avancée du front. Donc une nouvelle webcam qui a remplacé une ancienne, afin d'avoir une webcam HD et surtout paramétrable à distance, pour à la fois donc voir l'évolution du coulée, et qui a été très utile également pour tous les visiteurs qui se rendaient sur la route pour voir les conditions météorologiques. Et donc pour essayer de répondre à la question route coupée ou pas route coupée, il y a donc des cartes de simulation qui ont été faites dès le début de l'éruption. Vous voyez ici cette carte qui a été faite donc, le premier jour de l'éruption, donc au niveau du point ici de sortie des laves. Vous avez en noir ici le tracé final des coulées. Donc on voit que le modèle avait prédit deux branches, donc cette branche principale. Donc le modèle a plutôt prédit un développement sur cette branche nord. Au final, ça sera la branche sud qui aura été favorisée pour cette éruption. Mais surtout des points d'arrêt. On a eu une moyenne de 10 mètres cubes par seconde pendant cette éruption de débit de surface, donc qui montrait plutôt des arrêts des fronts de coulée plutôt en amont des grandes pentes. Et au final, on sait que ça a coupé la route, donc ça veut dire que ce modèle n'était pas bon. C'est pas qu'il n'était pas bon, c'est que ces modèles sont bons lorsque les coulées restent en activité de surface. C'est-à-dire que lorsque vous avez une activité en tunnel de lave, les coulées de lave vont se propager de manière très fluide, beaucoup plus loin, puisqu'elles sont isolées de l'atmosphère. Lorsqu'elles vont ressortir à des points d'émergence, elles vont garder leur propriété comme si elles étaient encore à 2100 mètres d'altitude. Donc à partir du mois de mars, lorsque les coulées ont atteint les grandes pentes, on a fait des nouvelles simulations numériques, non plus en faisant tourner les modèles depuis le point d'émission, mais en faisant tourner depuis les points de résurgence au niveau des tunnels de lave. Et on voit qu'en faisant ces modèles, il faut des débits beaucoup plus faibles pour atteindre la route. Donc on a fait retourner tous ces modèles quasiment de manière journalière, et c'est des choses qui ont été partagées bien sûr avec les autorités lors des points qui est fait de manière quotidienne avec la préfecture. Donc le suivi de terrain, il faut savoir que les équipes de l'observatoire, à partir du moment où les coulées étaient de nouveau visibles depuis les grandes pentes, faisaient des reconnaissances tous les jours dans le grand brûlé, à la fois en drone, en hélicoptère, pour voir le point d'avancée de la coulée. Et à partir du moment où les coulées ont atteint ici ce niveau-là, la préfet donc, a décidé de passer en alerte 2.2. Donc alerte 2.2, ça veut dire un impact potentiel pour les biens ou l'environnement, donc cette fois-ci pour la route. Donc passage en alerte 2.2 le 12 mars à 10h. Donc alerte 2.2 à 10h, fermeture de la route à 15h, et finalement la route qui sera coupée une première fois à 8h02 et qui atteindra l'océan un peu moins de 3 jours après, le 16 mars à minuit 20. Donc il faut savoir que pour ceux qui étaient sur place le jour-là, donc la coulée a été relativement capricieuse. Une coulée, ça n'a pas un débit constant. C'est des débits qui sont extrêmement variables. Des fois, vous aviez un front qui peut avancer d'un coup 100 mètres à l'heure, s'arrêter pendant plusieurs heures, des fois 5 mètres à l'heure. Donc c'était un petit peu compliqué à suivre. Et donc, à partir du 12 mars au matin, donc avant de passer en alerte 2.2, on avait une équipe qui restait sur site et qui faisait des survols drones quasiment toutes les heures pour donner l'information en temps réel à la préfecture du moment où la lave allait atteindre la route. Là où la photo a été prise, vous voyez que les équipes scientifiques sont ici, puisque grâce au modèle et grâce aux localisations des fronts de coulée, on avait estimé que le point de coupure à la route serait dans ce virage. Et effectivement, un des 3 points de coupure a été ici au niveau de ce virage.
Donc quelques images de cette coupure de route du 13 mars. Donc le 13 mars, elle aura coupé la route à 3 endroits différents. Et on voit ici une image drone. Donc là, c'était le bras du milieu qui coupait la route. Là, on voit les 2 bras. Hop. Et là, on a un bras, 2 bras qui ensuite se sont coalescés et un 3e bras. Et ce qui est intéressant à voir, donc là on est au 24 mars, donc il y a 430 mètres de route qui étaient recouverts par la lave au 24 mars, c'est qu'au final, même si ça a coupé à ces endroits-là, la lave a quand même continué à suivre la route, parce que la lave elle est feignante, elle ne va pas suivre là où c'est compliqué, où il y a des arbres, et là où il y a de la topographie. Là c'est en légère pente, il n'y avait pas d'arbres, c'est tranquille, donc ça fait un peu plus de routes recouvertes et à reconstruire pour la région. Le 1er avril, on a un autre point de coupure qui s'est mis en place, puisque sur le bras sud de la coulée, on a une extension de ce bras de coulée et une coupure qui s'est faite en différents endroits entre le 1er et le 2 avril et qui a donc rallongé un petit peu plus de route recoupée par les laves. Et donc, au total, c'est 615 mètres de route qui a été recouverte par les laves sur une épaisseur maximum de 12 mètres. Donc, vous avez ici une carte des épaisseurs de coulée. Vous avez donc la route nationale ici. Donc plus c'est rouge, plus c'est épais. Donc vous avez les zones les plus épaisses. Les zones les plus épaisses, c'est là où on a eu les tunnels de lave qui sont mis en place, notamment vers la plateforme. Et donc la plateforme, je vais venir après la construction de cette plateforme qui a débuté donc, le 16 mars, lorsque la coulée est arrivée à l'océan. Juste avant de parler de la plateforme, donc la cartographie des coulées de lave. Donc régulièrement, on mettait à jour cette carte des coulées par diverses méthodes. Tout d'abord par méthode satellitaire, donc soit par les cartes de cohérence. Donc les cartes de cohérence, c'est quoi? C'est que on a des images radar, donc des satellites qui passent tous les X jours au-dessus de la Réunion. En comparant 2 images radar, on peut voir les déplacements du sol. Et ces déplacements du sol, des fois, ils perdent de la cohérence lorsque ça se déforme trop rapidement, notamment là où on a des zones perturbées, comme de la mise en place des coulées. Donc ça permet de voir ces cartes de cohérence, là où on a des coulées places. Également par des images satellites dans le visible, et également par tout ce qui est prise de vue, soit drone ou en hélicoptère ou en ULM. Donc grâce à ces 3 méthodes, on a pu faire un suivi régulier de l'avancée des coulées de lave. Et donc là, vous pouvez voir l'avancée des coulées de lave. Donc ça, c'était le premier jour, avec ce premier bras de coulée qui s'est arrêté à 600 mètres d'altitude. Et à partir du 3 mars, donc la propagation des coulées juste ici, jusqu'à cette plateforme. Donc cette fameuse plateforme, donc après 2 jours et demi de suspense, les laves sont enfin arrivées à l'océan. Donc vous avez ici une petite vidéo qui a été prise par la SAG et le PGHM qui vous montre donc quelques heures après le début de l'arrivée des laves à l'océan, le début de la formation de cette plateforme. Donc on voit très bien aussi là le panache de gaz qui se forme. Il faut savoir que lors des éruptions, bien sûr, il y a toujours du gaz qui est émis au niveau du site éruptif. Mais lorsque la lave va arriver à l'océan, il y a un deuxième panache de gaz qui va se former et qui est même beaucoup plus dangereux parce qu'il va y avoir de l'acide chlorhydrique dans ce panache de gaz et qui est lié à l'interaction du sel présent dans l'océan avec les composés de la lave. Et donc ce sont ces panaches de gaz qui sont extrêmement dangereux pour à la fois la respiration et également sur leur peau. D'autres prises de vue prises par l'observatoire en drone le 16 mars. On voit aussi ici qu'il y avait des bras de coulée qui se dirigeaient également vers l'océan et qui vont l'atteindre également plus tard au cours de l'éruption. Ils vont participer aussi à la construction de la plateforme. Donc là, on est le 16 mars, donc une plateforme au début qui va se former essentiellement par la formation de sable, puisqu'on va avoir une pulvérisation de la lave avec le contact au lave, une petite fragmentation qui va se faire. Donc les premiers jours, ça va être essentiellement du sable, et au fur et à mesure, la lave va venir s'accumuler sur ce sable, et au fur et à mesure du temps, on va voir également un système en tunnel de lave qui va se faire, et des débordements de lave qui vont se faire uniquement au niveau du point de contact avec l'océan. Donc voilà, ici on est le 20 mars. Donc le 20 mars, il y a quasiment plus d'activité vraiment visible ici en surface, même au niveau des cascades de lave, puisqu'il y avait un tunnel qui s'est mis en place
Et les débordements se faisaient donc soit au niveau de la bordure de la plateforme, ou sous l'eau, puisqu'il y a également eu des pilotes lava qui ont été mis en place, avec donc, ces laves qui ont permis d'agrandir le territoire de la Réunion. Quelques images donc, là, des cascades de lave au niveau donc, du trait de côte qui s'est situé avant l'éruption, donc le 16 mars, le 18 mars et le 19 mars, et de moins en moins donc, de lave visible en surface avec la mise en place de ces tuyaux. Et donc au total, c'est 8 hectares et demi qui ont été gagnés sur l'océan. Vous avez ici toute la plateforme qui s'est mise en place, avec un petit peu de sable ici de plage des deux côtés. 8 hectares et demi, on en a très certainement déjà perdu. Voilà, donc là, on a fait un survol on va faire un survol la semaine prochaine pour le comparer avec le dernier et voir les territoires qui a été perdu. Et on le voit ici, donc on voit déjà des petits îlots qui se détachent de la plateforme. Et ça, c'est lié à l'action de la houle sur cette plateforme qui reste finalement assez friable. C'est juste un tas de coulées qui se sont accumulées. Et si on fait un zoom, on voit très bien donc ici une érosion qui commence à se faire sur cette bordure de la plateforme. Et deux choses aussi intéressantes à voir ici, ce sont donc les conséquences du panache acide sur la végétation qui a été complètement brûlée, au sens géochimique du terme, par les retombées du panache acide lié à l'acide chlorhydrique notamment. Et ici des formes assez intéressantes, des périmorphoses, qu'on retrouve beaucoup dans le grand brûlé, sur les coulées anciennes, qui sont en fait les marques des anciens troncs des arbres qui ont été ensevelis, qui ont été emportés par les coulées de lave. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples du suivi de l'éruption en fonction des paramètres qui ont été suivis par l'observatoire au cours de l'éruption. Alors ici, vous avez différentes choses. Donc déjà, vous avez la durée de l'éruption. L'éruption s'arrête ici, mais j'ai étendu jusqu'au 22 avril, puisqu'on a eu des phases de trémors qui ont perduré même après l'éruption. Vous avez du 13 février au 22 avril. Vous avez ici les débits de surface, qui sont estimés par méthode satellitaire. Donc les satellites, on a un satellite géostationnaire pas très loin au-dessus de la Réunion, et à partir des anomalies thermiques qu'il voit, il traduit ça en débit de surface. Donc il y a aussi des biais, puisque lorsqu'il ne fait pas beau, on ne peut pas calculer les débits. L'intensité du trémor volcanique, donc en général il y a un lien entre ces deux observables, puisque plus le trémor est important, plus les débits sont importants. Le nombre de séismes par jour, en rose les séismes sommitaux et en brun les séismes profonds. Et ici, la déformation que je vais présenter sous forme de ligne de base. Alors là, pour l'instant, on va juste se focaliser sur le début de l'éruption. Ici, le milieu de l'éruption, on va dire, lorsque l'éruption était un petit peu, on va dire, un tremblement, mais il ne se passait pas grand-chose. Les débits étaient relativement constants, le trémor était relativement constant, mais par contre, on avait un blanchiment qui continuait l'éruption. Le fait qu'une éruption dure 2 mois, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a toujours du magma qui continue à arriver dans le réservoir. Et vu que le magma continue à arriver dans le réservoir, ce réservoir continue à se pressuriser. Et donc, on a eu un gonflement qui a persisté pendant toute la durée de l'éruption. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec l'augmentation de la distance entre nos stations GPS. Et pendant cette phase, on va dire stable, le trémor est relativement stable, les débits sont relativement stables. Et une chose intéressante ici, c'est ce qu'on voit que la source de pression qui est modélisée, qui correspond donc à la source du réservoir à 2 km de profondeur, elle est ici. On a également une source de déflation en profondeur. Ça veut dire qu'ici, on a du matériel qui part, qui déflationne et qui vient alimenter le réservoir le plus superficiel. Donc on a en fait un échange, un déplacement, un flux, on va dire, de magma des profondeurs vers la surface qui est bien visible sur cette carte. Voilà. Une deuxième phase qui a été un petit peu plus intense. Donc quand je parle plus intense, c'est ce qui se passe au niveau du cône éruptif. Là, on oublie tout ce qui est traversée de route et construction de plateforme. On a une activité au niveau du site éruptif. Donc une phase qui a été beaucoup plus intense en termes de débit. Ici, des débits qui ont été multipliés par 2, voire par 3. On a des débits qui ont atteint 30 mètres cubes par seconde. Un trémor qui a atteint un pic ici le 20 mars. Et une sismicité qui a augmenté très fortement pendant cette période. Vous avez beaucoup de séismes. Et c'est une période en fait qui correspond à une déflation du volcan.
une déflation du volcan qu'on retrouve ici, où les vecteurs, au lieu d'être centrifuges, ils sont contre la centripète, ils vont tous orientés vers le centre du volcan. Et donc on a un volcan qui commence à s'affaisser, à se contracter. Et ça correspond ici à une marque de déflation au niveau du réservoir magmatique. Ça veut dire que pendant cette période-là, on a plus de magma qui sort du volcan que de magma qui rentre des profondeurs. Donc la balance n'y est plus. Et donc du coup, on a un réservoir qui s'affaisse. Et ce qui explique pourquoi aussi on a beaucoup de sismicité. Et bien en fait, c'est une réponse mécanique. On va avoir donc une fracturation qui va se former autour du réservoir. Et en appuyant, en s'affaissant, le réservoir, c'est comme quand vous appuyez sur un tube de ketchup, hein, vous appuyez dessus, ça affaisse, vous avez le ketchup qui sort, et là du coup on a une augmentation de débit et une augmentation du trémor. On a eu pendant cette phase également de ce qu'on appelle des gaz pistons. Donc les gaz pistons, c'est des bulles de gaz qui vont arriver de manière intermittente en surface. Et en arrivant en surface, ça va créer des fontaines de lave relativement spectaculaires. Ici, vous avez le cône volcanique qui fait à peu près 20 mètres de hauteur, donc des fontaines là, qui font peut-être 40-50 mètres de hauteur. Et donc, on va avoir des phases qui vont durer entre 5 et 10 minutes de forte activité volcanique en surface, entrecoupées par des phases de pause avec une activité un petit peu plus calme. Et vous voyez, ce sont nos enregistrements sismologiques, ces arrivées donc, de bulles et ces phases intermittentes lorsqu'il y a moins de signal. Donc j'ai 2 vidéos pour illustrer ça. Donc lorsqu'on a ces augmentations et ces phases de gaz piston, ça marche pour moi. Bon. Donc cette grosse, intense activité de fontaine de lave qui va durer donc, 5-10 minutes. Et ensuite, des phases de pause de 5-10 minutes où on a quasiment plus d'activité de surface. On voit des petites fontaines de lave, mais de rien du tout. Et donc ça aussi, en général, c'est typique des fins d'éruption. C'est un magma où il a du mal à sortir, mais il y a des bulles qui s'éloquettent un petit peu. On a ces bulles de gaz qui remontent. Et c'est pendant cette phase également où on va avoir les débits les plus importants et ces gaz pistons, ces bulles de gaz qui remontent, qu'on va avoir également les concentrations en SO2 dans l'atmosphère les plus importantes. Donc aussi vous avez toutes les concentrations depuis le début de l'éruption jusqu'à la fin de l'éruption de SO2 dans l'atmosphère, vues par le satellite Tropomie en noir, et vues par le réseau NOVAC, donc il y a un réseau de l'observatoire installé sur le rempart de Mantlo. Et donc on a ce pic de SO2 ce jour-là, et c'est ces jours-là aussi que le panache va se propager assez loin, puisqu'il va même atteindre le sud-est de Madagascar le 21 mars. On le voit aussi ici sur les webcams de l'observatoire. Hein. C'est même il y a eu pendant 2 ou 3 jours des messages de l'ARS pour les habitants de la plaine des Quatre, une concentration assez importante de soufre dans l'atmosphère. Hein. À l'observatoire, on sentait bien, ou à Bourg-en-Bresse d'une manière générale, les gaz. Et donc cette éruption, elle a été aussi atypique pour ces phases d'arrêt et de reprise. Hein. Et ce qu'on a eu en gris, c'était les phases d'arrêt et d'éruption, et de reprise ici que je vous ai mis en lumière. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a eu ces gaz pistons qui sont en général typiques des fins d'éruption. C'est typique des fins d'éruption, et à un moment donné, quand on arrête l'éruption, et ça continue à alimenter par le bas, ça va remettre en pression le réservoir. Donc c'est ce qui s'est passé pendant les 2 phases avant la reprise d'activité. On a ici une augmentation de l'inflation, ici et ici, donc qui montrait qu'il y avait encore quand même du magma qui re-rentrait dans le système et qui a très vite vidangé, puisqu'ici, pendant les 2 phases d'activité, on déflationne. Donc on essayait de vidanger un petit peu la fin du réservoir. Alors pour la deuxième phase de reprise, le 8 avril, donc on enregistre la réapparition du trémor sur nos enregistrements sismologiques. Alors on n'avait pas d'équipe sur le terrain ce jour-là, donc on a fait appel à la SAG au PGHM pour qu'ils aillent vérifier si ce qu'on enregistre correspondait bien à une reprise d'activité, parce que sur les webcams on ne voyait pas de rouge, on voyait qu'un panache de gaz. Et donc les gendarmes de la section aérienne de gendarmerie ont fait un survol. Ils ont permis de confirmer que même si on ne voyait pas en surface surface de puits de piton de mer de magma, au fond du cône, on avait quand même
du magma qui commençait à réarriver au fond du cône volcanique, et donc l'éruption a été redémarrée. Un redémarrage qui a été poussif, donc là c'est le même type de graphique que tout à l'heure, donc elle va redémarrer pendant 3 heures, et à un moment donné elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter pendant 10-20 minutes, reprendre, et on va voir pendant plusieurs heures ces phases arrêt, reprise, arrêt, reprise, arrêt, reprise. Donc comme si c'était un petit peu bouché, et il n'arrivait pas à sortir. Donc il s'arrête, il n'arrive pas, il s'arrête, il ne s'arrête pas. Et donc ça va conduire à l'ouverture d'une nouvelle bouche éruptive. Alors on ne parle pas de nouvelle fissure, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle injection de DAC, il n'y a pas eu non plus de nouvelle fissure qui s'est ouverte. Le magma, n'arrivant pas à reprendre le conduit initial au niveau de ce cône, et ben il a repris un autre chemin dans la zone qui était déjà fragilisée le 13 février, lors du premier jour de l'éruption. Lorsque la première fissure s'est ouverte, il y avait pas mal de fracturation qui s'est faite un petit peu partout dans cette zone. Donc ça a repris un chemin ici, c'est pour ça aussi que le début a été très, très, très long à se mettre en place. Donc ça, c'est quelques minutes après le début de l'ouverture de cette nouvelle bouche éruptive. Donc là, on est un peu plus de 100 mètres par rapport au premier cône. Et jusqu'à la fin de l'éruption, le 12 avril, l'essentiel de l'activité va se focaliser sur ce site éruptif. Ici, on n'aura essentiellement que du dégazage jusqu'à la fin de l'éruption. Alors, je crois que c'est des petites vidéos. Donc des petites fontaines de lave, là, et qui au fur et à mesure vont fermer ce deuxième cône. Donc si vous avez bien retenu le nom du deuxième cône. C'est ça qui est bien. Je devais. Ça marche pas? Si, ça marche. Donc là, c'était juste avant l'arrêt de l'éruption, le matin du jour de l'arrêt de l'éruption. Donc une activité qui est pas mal soutenue. D'ailleurs, les débits ont atteint jusqu'à plus de 30 mètres cubes par seconde sur cette dernière phase d'activité. Et juste un petit mot sur les périodes que j'ai mis ici en jaune. C'est un petit truc qui est un petit peu atypique à la fournaise, parce que la fournaise, en général, quand il y a du trémor, il y a une éruption. C'est très rare qu'il y ait du trémor sans éruption, c'est déjà arrivé, notamment en fin d'éruption. Et ici, c'est arrivé à 3 reprises, notamment avant la reprise d'activité le 8 avril. Et à la fin de l'éruption, on a eu pendant plusieurs jours du dégazage, du trémor, mais pas de rouge en surface. C'est-à-dire qu'il restait quand même du magma, quelque part sous le cône, mais qui n'arrivait pas à sortir, qui dégazait seulement. Et donc voilà le genre de choses qu'on a enregistrées jusqu'au 21 avril, essentiellement du dégazage, et essentiellement sur le cône Paranama. Juste un mot sur les volumes qui ont été émis pendant cette éruption. Donc rapidement, ici ce sont les débits, donc c'est une autre représentation des débits de surface tout au cours de l'éruption, entre le 12 février et le 12 avril, prises par 2 méthodes différentes, la plateforme Haute-Volc en noir et Mirova en bleu. Donc on voit les différentes choses qu'on a dit, des débits très forts en début d'éruption, relativement stables, le pic vers le 21 mars et les 2 reprises d'activité. Et avec ces courbes de débit, on peut avoir des idées des volumes totaux qui ont été émis. Et donc en gros, suivant les méthodes, donc il y a une forte marge d'erreur, mais c'est à peu près entre 30 et 35 millions de mètres cubes de lave qui ont été émis en surface pendant cette éruption. Donc ça peut paraître beaucoup, pour ceux qui connaissent les volumes qui sont habituellement émis au tour de la fournaise, c'est plutôt 10 millions de mètres cubes, mais ça s'explique surtout par la durée de l'éruption, c'était la durée de mois, parce que le volume moyen était à peu près de 10 mètres cubes par seconde, si on fait la moyenne sur l'ensemble de l'éruption. Je vais finir sur 2 points, donc là quelques images du travail de terrain, puisqu'il y a eu beaucoup de sollicitations, notamment lorsque c'est arrivé à la route, du travail d'échantillonnage, du travail de reconnaissance sur la plateforme, l'installation de nouvelles stations. Et vous allez me dire, quid de l'analyse de ces laves qui ont été prélevées au cours de cette éruption. Donc c'est un travail qui est toujours en cours par les collègues de métropole, le PGP, le PGC et le ZU de Blon. Mais on a quand même quelques résultats à vous donner, donc je n'ai pas de graphique pour les donner à l'oral. La première chose, c'est que donc, on a vu avec la sismicité donc, ce magma qui remontait des profondeurs jusqu'au réservoir superficiel. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que ce magma va sortir. Parce qu'on avait du magma quand même résiduel dans le réservoir depuis 2023.
Donc ce qui est sûr, c'est que l'éruption de janvier, c'est du magma résiduel qui est sorti. Donc c'est un reste de 2023, c'est des laves qui ressemblent beaucoup à 2023. Pour l'éruption de février jusqu'au 13 mars, c'est encore du magma résiduel. Et à partir du 13 mars, on commence à avoir des signes d'un nouveau magma, en tout cas d'un magma différent, qui est sorti. Et là, vous êtes resté un petit peu sur votre faim, puisqu'on attend encore les résultats des derniers échantillons, donc entre le 13 mars et le 12 avril, qui sont encore en cours d'analyse, parce que les chaînes d'analyse en métropole sont beaucoup sollicitées. Donc on espère avoir les dernières analyses d'ici la fin du mois de juin pour avoir une idée complète de ce qui est sorti pendant cette éruption. Un autre point important aussi, alors je n'ai pas mis la photo ici, c'est qu'on a fait pour la première fois à La Réunion des mesures de viscosité sur les laves. Donc tout à l'heure je vais parler des modèles d'écoulement des laves, et ces modèles d'écoulement, il faut les rendre un petit peu plus robustes, notamment en mettant de la physique derrière, notamment sur la viscosité des laves. Donc il y a des mesures de viscosité qui ont été faites pour essayer d'améliorer ces modèles. Des mesures de température, il faut savoir que là avec les écoulements en tunnel de lave, au niveau de la route, lorsque la route a été traversée, on a mesuré des températures quand même de l'ordre de 1170 degrés. C'est-à-dire qu'il y a eu que très peu de perte de chaleur par rapport aux 1200-1250 degrés qui sont enregistrés à 2100 mètres d'altitude lorsque le lave sort. Donc voilà le genre de choses qui ont été faites sur le terrain. Et je vais essayer de finir avec une toute dernière diapositive, la suite. Qu'est-ce qu'on enregistre actuellement? C'est pas fini. C'est pas fini parce que il y a encore une semaine, on avait pas mal de sismicité profonde. Ici, notamment sur la partie ouest, vers 6 km de profondeur. Donc, ce qui montre qu'on a encore du magma qui remonte des profondeurs et qui pressurise ce réservoir. On a également des sources de pression ici qui sont en inflation, donc qui sont en plus avec des localisations qui sont relativement bonnes par rapport à la localisation de la sismicité. Donc il se passe encore quelque chose en profondeur. Donc le maintien de la phase de vigilance, lorsque le volcan a réouvert il y a quelques semaines, le préfet a décidé de maintenir cette phase de vigilance, puisqu'on s'attend à avoir de nouveau une éruption à moyen terme, donc très certainement une autre éruption en 2026, si cette réalimentation se poursuit. Je dis bien si cette réalimentation se poursuit, parce que ça peut aussi se stopper n'importe quand. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive. Voilà. Merci pour votre attention.